Bonjour à tous. J'ai donc 10 minutes pour essayer de vous convaincre qu'il est utile de se former en échographie dans les MICI en 2020. La première raison, c'est que c'est devenu accessible. C'est devenu accessible parce qu'il y a eu une révolution technique qui correspond à l'abandon des cartes vidéo qu'on avait dans les anciens échographes, chers, compliqués, fragiles, au profit d'un traitement uniquement par soft, par les programmes. Et comme vous le savez, l'explosion de puissance des processeurs a conduit à ce que les processeurs puissent traiter de plus en plus de façon efficace les images. Mais ça a conduit surtout à une deuxième conséquence, qui est que le prix d'un échographe de bonne qualité a été diminué par 5 en 40 ans, comme vous le voyez, avec aujourd'hui la possibilité d'avoir des échographes tout à fait efficaces pour environ 20 000 euros. La troisième conséquence, c'est que ces appareils ont beaucoup diminué en volume et que vous pourrez avoir un appareil efficace, au besoin portable, qui pourra s'intégrer tout à fait dans une activité de consultation, voire une activité en hospitalisation. Et la conséquence principale de toutes ces évolutions techniques, c'est qu'on voit mieux, et quand on voit mieux, on détecte mieux, et on progresse plus vite. Et comme je vous le montre là, vous voyez qu'entre l'image d'un rein avec mon échographe des années 2000 et l'image du rein que j'ai aujourd'hui avec mon échographe qui a déjà 4 ans, et on peut penser que le prochain sera encore meilleur. Vous voyez que c'est une révolution en qualité d'image qui est en gros exactement la même révolution que celle que vous avez vécue avec vos smartphones. Et je pense que la qualité d'image est fondamentale pour détecter des structures qui sont très petites en matière digestive et que vous verrez que c'est aujourd'hui relativement simple de les identifier. L'autre conséquence technique tout à fait spectaculaire, c'est aussi que c'est beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus facile de manier un échographe aujourd'hui que l'échographe des années 2000, parce que comme je vous l'ai montré dans ces images un peu provocatrices, en 2000, il fallait tout régler manuellement, votre champ, votre profondeur, votre échelle de grille. C'était assez complexe et assez long à apprendre. Aujourd'hui, en fait, vous n'allez pas acheter un échographe, vous allez acheter un ingénieur qui vous paramétrera 3 ou 4 boutons suivant les différents types d'échographie que vous voudrez faire. Et en gros, vos réglages vont se limiter à la fréquence et le gain, c'est-à-dire un réglage extrêmement simple pour vous permettre d'avoir la meilleure image possible. Mais l'autre raison pour s'intéresser à l'échographie en 2020, c'est que comme vous le voyez, ça commence à intéresser les milieux universitaires. Et vous voyez une explosion du nombre d'études et surtout des études de plus en plus solides avec des euh, nombres de malades beaucoup plus élevés. Et la raison est qu'il y avait assez peu de centres experts en échographie. En gros, ça se partageait entre l'Italie et l'Allemagne, mais que récemment, la diffusion de ces résultats et leur solidité a fait que beaucoup d'équipes s'y sont intéressées. Et vous voyez que même la France maintenant va être de retour, puisque notre référent national, Laurent Perrin-Biroulet, a signé pas moins de 8 papiers dans les 2 dernières années sur l'échographie, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et donc on peut penser que dans les prochaines recommandations, l'échographie fera au minimum recommandée et peut-être fortement recommandée dans le suivi des malades parce qu'elle aura un niveau de preuve élevé. Alors quand on regarde la synthèse de ces travaux, on s'aperçoit qu'effectivement, que ce soit dans l'activité de la maladie, la localisation de la maladie, dans le diagnostic de l'activité, dans l'évaluation de la réponse thérapeutique, voire même dans la prédiction de la rechute, de la récidive post-opératoire, et plus récemment quelques papiers qui commencent à prouver que l'échographie serait utile dans le niveau de destruction pariétale, vous voyez que dans tous les champs d'examen de la maladie inflammatoire, l'échographie a une place. Alors, 3 places prépondérantes, où là le niveau de preuve est aujourd'hui élevé, c'est la localisation de la maladie, le diagnostic et la récidive post-opératoire. On peut penser que là, c'est un outil qui est déjà validé aujourd'hui. Pour ceux qui débuteraient en échographie, je crois que très vite il y a une utilité. C'est s'il est difficile parfois de faire le diagnostic, par contre, il est assez simple de suivre une lésion qu'on a identifiée. Et vous voyez que dans ce suivi serré qui maintenant vous est exigé dans les maladies inflammatoires, les outils dont vous disposez ont clairement intégré maintenant l'échographie comme étant un des outils non invasifs de suivi de la réponse et du maintien de cette réponse. Et vous voyez que le couple échographie CRP Calpro
sont les outils qui sont les outils aujourd'hui validés, avec une mention récente intéressante, c'est que probablement l'échographie serait l'examen le plus précoce dans la démonstration de la réponse, et on a des papiers même à 2 semaines maintenant, qui montrent que la modification en échographie est rapide et prédit la réponse, en tous les cas la réponse clinique. Et donc je crois que dans ce schéma, l'intégration de l'échographie sera un bénéfice net pour le suivi des malades après la poussée et pendant la rémission. Alors, il ne s'agit pas du tout d'opposer ces différents marqueurs non invasifs, mais de bien de voir qu'ils sont tous complémentaires. En effet, ils ont tous leurs limites. Et la CRP, par exemple, qui est le marqueur historique, et a beaucoup d'imperfections. Vous le savez, il n'est élevé que dans 7 maladies de Crohn sur 10 et beaucoup moins dans la rectocolite hémorragique. Et vous voyez qu'un complément d'investigation est le bienvenu pour avoir un outil d'évaluation le plus efficace possible. De la même façon, la calprotectine, qui ne souffre aucune discussion quant à son efficacité, souffre d'une grande limite qui est son acceptabilité. Et vous voyez dans cette très jolie étude en vie réelle, on s'aperçoit que seul un tiers des malades ont rapporté leur échantillon de sel, et ce essentiellement parce qu'ils n'avaient pas envie de manipuler des sels, dans plus de 3 quarts des cas. Et cette limite-là est bien représentée dans cette étude de Buisson que l'on cite toujours, et où vous voyez que l'échographie est de loin l'examen le mieux accepté par les malades, devant l'IRM, la calprotectine et bien entendu l'endoscopie. Mais il y a aussi une autre limite, et on est ici dans un forum de libéraux, qui est que pour l'instant cette calprotectine n'est pas remboursée, et vous voyez donc que d'avoir de plusieurs outils non invasifs d'évaluation est tout à fait utile pour pouvoir continuer à suivre ces malades avec efficacité. Alors vous voyez qu'en conclusion, l'échographie a toute sa place dans le suivi des maladies inflammatoires. C'est le seul examen que vous aurez en clinique, directement au cabinet, un examen morphologique que vous ferez immédiatement, qui est disponible, que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez, dont le coût est très faible, et qui a aujourd'hui démontré des niveaux de sensibilité et de spécificité qui en font un outil tout à fait efficace. Alors il y a tout un tas d'autres avantages que l'on peut citer, mais je voulais insister sur celui qui me paraît important, c'est que en matière de dialogue avec le patient, c'est un outil qui est très satisfaisant parce que le patient participe à l'examen, il connaît à la fin la taille de ces différents segments intestinaux, il les suit, il voit l'amélioration, et c'est en matière d'adhésion au traitement et au suivi un avantage majeur. Alors il y a bien des questions qui ont limité pendant longtemps l'essor de l'échographie, le temps de formation qui a toujours été réputé comme très long, la courbe d'apprentissage sur lequel on n'a pas de données, sur le fait que tous ces résultats ne sont faits que dans des centres experts par des échographes experts et qui ne sont pas transposables à la vie réelle. Et puis enfin, une question qui est tout à fait importante, qui est le temps de la réalisation de l'échographie et qui est effectivement un facteur qui paraissait limitant pour l'usage régulier. En fait, on a quand même un certain nombre de réponses, parmi lesquelles le fait d'être expert, qui est considéré à peu près dans tous les papiers comme étant après la réalisation de 500 examens. C'est vrai que sur l'initiation, on n'a pas de données aujourd'hui, mais je prétends qu'il est possible de se former et de continuer de se former tout seul en reprenant les malades dont vous disposez avec les résultats des examens habituels. Vous avez l'endoscopie, vous avez l'IRM, vous avez le scanner, vous avez identifié des lésions, et vous pouvez très bien prendre ce malade et faire une échographie en retrouvant les lésions que vous visualisez dans les autres examens, et vous verrez que très très vite, vous arriverez à détecter facilement ces lésions. Alors sur la courbe d'apprentissage, effectivement, il n'y a pas de données, mais on y travaille avec plusieurs centres universitaires, et je pense qu'on est en train de former des gens et qu'on aura des données tout à fait claires bientôt. Sur le fait que les études sont réalisées dans les centres experts, c'est tout à fait vrai. Je vous ai dit qu'il y avait deux, trois centres européens et un centre australien un peu qui publient. Mais si on considère qu'en moyenne,
un gastro a au moins 30 maladies inflammatoires, et ça c'est en comprenant les hépatologues, donc probablement plus, on peut considérer qu'avec une fréquence d'environ 3 examens par an, vous feriez plus de 100 examens par an, ce qui ferait de vous peut-être pas un expert, mais sûrement quelqu'un de compétent assez vite. Et puis sur le temps de réalisation, c'est une vraie question. C'est tout à fait vrai dans le diagnostic initial où ça peut être particulièrement long et notamment lorsqu'on cherche à identifier ou éliminer une maladie de Crohn. Mais par contre, je continue à dire que dans le suivi, lorsqu'on a identifié la lésion et qu'on essaie de voir son évolution, c'est très rapide et c'est tout à fait compatible avec une activité de consultation, y compris en libéral. Alors pour être rapide, j'ai pas le temps en 10 minutes de vous apprendre à faire de l'échographie, mais en gros, la critique qui a été donnée à l'échographie est que on voyait rien. Et c'était vrai avec les anciens appareils, mais c'est surtout vrai quand le tube digestif est normal. Et c'est un peu ça que je conteste, c'est que même en étant assez peu formé, je pense qu'à partir du moment où vous allez voir une zone pathologique, vous allez la repérer. En effet, la base de départ est extrêmement simple puisque vous devez repérer ce qui se voit le mieux, qui est la musculeuse, qui est le trait noir que vous voyez très bien en contraste avec l'atmosphère péridigestive autour, et que cette musculeuse va vous donner l'image que je vous ai montrée là, qui est l'image de la route dans la neige, c'est-à-dire que vous allez avoir une interface entre la sous-muqueuse et l'extérieur du tube digestif qui sont toutes les deux hyper écogènes, c'est-à-dire blanches, et cette musculeuse qui se voit très bien. Et vous voyez que dès que c'est pathologique, on repère très très bien les zones à identifier. Un seul chiffre pour débuter, un seul chiffre à apprendre et à garder en mémoire, c'est 3 mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une paroi, et vous verrez comment on la mesure, cette paroi est à plus de 3 mm, vous pouvez considérer qu'elle est certainement pathologique, mais surtout, il faut la mesurer correctement pour la suivre. Pour illustrer ce que je vous disais, un exemple assez simple, vous voyez que dans une situation un peu d'urgence d'un patient qui ne répond pas à une optimisation, vous pouvez sans grande expertise assez rapidement visualiser à la fois le sigmoïde mais également le côlon gauche, cet homme qui a une rectocolite gauche qui est en colite aiguë grave à ce moment-là. Et vous voyez qu'on visualise très facilement la musculeuse, la paroi, et qu'on en évalue très rapidement le caractère pathogène. Vous pouvez voir qu'on remonte et qu'on situe les lésions assez facilement avec ces sondes à basse fréquence qui ont une grosse profondeur mais une qualité plus mauvaise. Vous arrivez à voir que l'atteinte atteint par rapport au rein gauche la totalité du côlon gauche jusqu'au niveau de la rate. Et vous voyez qu'il est assez simple de visualiser les lésions et vous devez utiliser quand même dans ces examens, même de suivi, une deuxième sonde qui est une sonde à haute fréquence. Ça fait partie de l'apprentissage. Cette sonde à haute fréquence est plus superficielle mais de meilleure qualité. Et vous allez voir qu'avec cette sonde, cette paroi très dédifférenciée d'un patient qui a une colite grave se voit quand même de façon beaucoup plus précise et vous pouvez même quantifier l'effet Doppler si vous le voulez. Mais je vous rappelle que la seule mesure qui aujourd'hui fait foi de l'activité ou de la non-activité, c'est la mesure de la paroi, telle qu'on vient de le faire. Vous voyez que ça reste assez simple d'avoir des données pour suivre vos patients.